Imaginez que le diable venait toquer à votre porte et il vous donnerait l'opportunité de répondre à toutes les questions que vous avez sur le monde. C'est ce qui est arrivé à Napoléon Hill. Et Napoléon Hill a décidé de lui poser des questions à propos de la réussite. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit en 1938 pour n'être publié que 70 ans plus tard, au début des années 2010. Ce livre, c'est « Être plus malin que le diable ». Alors, il y a plusieurs théories qui expliquent pourquoi le livre n'aurait pas été publié dans les années 1938, notamment à cause de son titre, qui aurait été tapageur, mais surtout à cause du contenu qui critique ouvertement l'école et l'église. Alors deux choses qu'il fallait surtout pas critiquer aux États-Unis, surtout en 1938. En fait, Napoléon Hill, c'est certainement l'un des premiers auteurs sur le développement personnel. Bon, tout le monde ne l'apprécie pas, moi non plus. Hein, avant de m'attaquer au bouquin, je me disais mais c'est quoi ce bullshit total Mais quand même, Napoléon Hill a laissé un gros bagage, notamment sur l'envie de découvrir ce qui fait la recette pour réussir. Et ce livre-là, en fait, a été une particulièrement bonne lecture. Tellement bonne lecture que je l'ai lu, je l'ai écouté en audible en anglais et puis après je l'ai lu en français, je l'ai acheté pour ma femme et pour moi-même en français. Donc on va voir aujourd'hui ce que Napoléon Hill a appris du diable avec sa conversation avec le diable et surtout ce qu'on va pouvoir appliquer dans l'entrepreneuriat. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai ma critique quand même de ce livre qui n'est pas parfait, loin de là. Napoléon Hill parle au diable. Après avoir évité la mort, après avoir fait une longue dépression, il décide de reprendre le contrôle sur sa vie. Et en reprenant le contrôle sur sa vie, il rencontre le diable. Le diable est face à lui et Napoléon Hill, voulant tester ses capacités, il lui pose des questions. En posant ces questions, il se rend compte que le diable ne peut pas s'empêcher de répondre à ces questions. En posant des questions, Napoléon Hill découvre comment le diable contrôle 98% de la population. Rien que ça. C'est-à-dire que seulement 2% est libéré de son emprise. Le principal moyen que le diable a pour contrôler les gens est de les rendre des vagabonds dans la vie. Alors en fait, c'est une mauvaise traduction. En français, ils ont décidé de le traduire en dériveur. Et en anglais c'est drifter, je pense que ça parlera plus. Mais en gros c'est des gens qui sont là dans la vie sans trop savoir pourquoi, sans but, et ils errent dans la vie, ils se laissent porter par les événements de la vie. Et le diable va utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire en sorte que les gens se laissent aller, pour bien entendu les récupérer en enfer dans l'au-delà, mais surtout créer l'enfer sur terre. Alors, son principal moyen d'action pour nous rendre des vagabonds, c'est de nous retirer notre esprit de critique, notre esprit de pensée, notre libre arbitre. Et pour cela, en fait, il a plusieurs outils à son arc. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'entrepreneur, c'est les habitudes, et en particulier les mauvaises habitudes. En fait, Napoléon Hill, dans ce livre en 1938, il n'avait pas tous les outils de neurosciences qu'on a aujourd'hui pour analyser. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, je vais vous parler des 7 habitudes qui manquent à ces dériveurs qu'on peut cultiver pour éviter d'être simplement des vagabonds dans la vie et avoir une direction. Et je vais vous expliquer pourquoi, aux lumières des recherches d'aujourd'hui, en fait, il avait certainement raison. Le premier élément que le diable cite comme moyen de vous transformer en vagabond de la vie, c'est de vous retirer un but dans la vie. En fait, les personnes qui ont un choix très clair à propos de ce qu'ils doivent faire dans leur vie, ils ont un avantage comparatif par rapport aux autres qui est phénoménal. Ces gens-là, ils se réveillent le matin en sachant pourquoi ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils vont aller faire et dans quel objectif ils vont le faire. Alors Napoléon Hill, ce qui est intéressant, ne cite pas directement des objectifs professionnels ou des objectifs financiers, mais simplement le fait que les gens aient un objectif et ils soient prêts à avoir l'endurance pour porter cet objectif durant des années et des années, malgré les revers, malgré les défaites, et de toujours se relever. Ce qui fait la grosse différence entre une personne exceptionnelle et une personne non exceptionnelle, c'est notamment sa capacité à atteindre le plus rapidement les 10 000 heures d'expertise dans un domaine. Et en fait, 10 000 heures, c'est quoi? C'est 3 heures par jour pendant 10 ans. Voilà, c'est énorme. Donc en vérité, si vous commencez une tâche,
et que vous commencez à vous fixer des objectifs mais que vous les abandonnez au bout de 1, 2, 3, voire 5 ans, il est peu probable que vous atteigniez le niveau nécessaire pour être un véritable expert dans ce domaine. Et en vérité, c'est vrai aussi pour toutes les actions dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est rarement la première fois que vous allez y arriver. Et peut-être que votre première start-up ou votre première entreprise ou votre première auto-entreprise ou votre première association, ce sera un échec total. Mais c'est à force de travail et de répétition que vous allez pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, la première habitude, c'est d'avoir un objectif clair dans la vie qui sert de ligne rouge. La deuxième habitude, c'est le contrôle de soi. Et là encore, ça c'est une habitude au regard de la recherche aujourd'hui qui est hyper importante. Et ça se complète aussi dans le mouvement de l'entrepreneuriat où vous voyez toujours la routine matinale avec l'entrepreneur qui, avant d'aller faire son sport à 5h30, il va faire ses 10 minutes de méditation. Et la méditation, elle a un gros avantage. Et d'ailleurs, c'était l'un des sujets d'une de mes startups avec laquelle j'ai travaillé, c'est que en gros, ça renforce votre cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie qui nous caractérise, nous, Homo sapiens, de la plupart des mammifères et la plupart des animaux. Et c'est un cortex principalement inhibiteur. Donc en fait, votre capacité à vous inhiber, à inhiber les émotions et à vous contrôler, elle est directement proportionnelle à l'entraînement que vous avez fait sur ce cortex préfrontal. La méditation fait partie de ces entraînements-là. Mais de manière générale, avoir quelqu'un en contrôle, c'est quelqu'un de charismatique, de quelqu'un de plus réfléchi, mais de quelqu'un qui va aussi porter plus confiance. Et dans tout ce que vous allez en train de prendre dans la vie, marquer cette confiance, ça vous permet de regrouper plus de personnes autour de vous. Voilà, donc c'était la deuxième habitude, le contrôle de soi. Alors la troisième habitude, c'est l'apprentissage de ses échecs. Bon, ça c'est tellement trivial que j'ai même pas envie d'en parler, mais en 1938, la dépression financière de 1929, dans lequel il y avait un véritable déterminisme qui dominait le monde, dans lequel les gens se sentaient plus en contrôle de ce qui était possible de faire. Et donc c'était une pensée assez radicale dans laquelle Napoléon Hill, au travers de la voix du diable, rappelle que si on n'apprend pas de l'adversité, à ce moment-là, on est voué à répéter les mêmes erreurs, ou sinon, pire, abandonner. Et le diable adore quand vous abandonnez puisqu'il peut vous récupérer en tant que petit vagabond de la vie. Donc voilà, persévérer et apprendre de ses erreurs, c'est la troisième habitude. La quatrième habitude, c'est le contrôle de son environnement. En fait, il faut voir l'environnement au sens très large, donc c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, mais aussi l'environnement de travail. On parle souvent de l'adage « vous êtes le produit des 5 personnes que vous fréquentez le plus ». Donc réfléchissez, quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus autour de vous et est-ce que vous ne voudriez pas être plus influencé par certaines des personnes et certaines des caractéristiques et des traits de personnalité de ces personnes-là, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous impressionnent, des personnes qui vous apprennent des choses, plutôt que les personnes qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Sans jugement, ce qui est important, c'est si vous choisissez votre environnement, vous allez être une personne que vous allez choisir. Si vous ne choisissez pas votre environnement, vous allez simplement être influencé par l'environnement de manière passive. Donc ça, c'était la quatrième habitude, le contrôle de l'environnement. La cinquième habitude, c'est de prendre le temps. Et alors, prendre le temps, ça ne veut pas dire ne rien faire et de rester passif pendant le temps, mais ça veut dire que, là encore, si vous devez travailler pour atteindre 10 000 heures de travail pour atteindre une expertise, forcément, la composante du temps est primordiale. Et donc, le temps, de manière générale, il peut jouer contre vous ou pour vous. Si vous avez un objectif en tête, le temps joue pour vous. Par contre, si vous n'avez pas d'objectif en tête et vous êtes un vagabond dans la vie, le temps va jouer contre vous puisque les compétences que vous avez peut-être appris à des années vont au fur et à mesure s'émousser et disparaître puisque vous ne les retravaillez pas. Et vous allez être en constante en train d'essayer de réapprendre des compétences et donc le temps va jouer contre vous. Alors après, on rentre sur deux habitudes qui sont un petit peu bizarres. C'est l'harmonie et la prudence. Alors, bon, l'harmonie, c'est pour moi, de mon interprétation, j'ai vu des résumés qui étaient, je pense, à côté de la plaque. Mon interprétation de l'harmonie, c'est en fait un sous-produit de votre environnement, puisqu'on a tendance, nous en tant qu'humains, comme on est des êtres sociaux, à s'aligner avec l'ambiance générale qui nous entoure. Et donc,
Si vous choisissez une ambiance qui est studieuse, vous allez vous harmoniser, donc vous synchroniser avec cette ambiance, avec ces gens qui travaillent. Par contre, si vous entourez d'une ambiance qui est plutôt feignante, vous allez vous harmoniser à l'ambiance feignante. Et Napoléon Hill et le diable dans ce bouquin parle de cela à des échelles qui sont limite sociologiques, puisqu'il parle de sociétés belligérantes. Et oui, si vous êtes dans une société belligérante et qu'à la télé on parle que de guerre et de préparer la guerre et envoyer des armes à certains pays et faire des sanctions, voilà, de quoi je parle là? Non, c'est un peu trop d'actualité. Eh bien, vous allez vous habituer à vous réagir comme ça et ça va aussi influencer vos actes individuels. Et finalement, la prudence, ça peut se résumer par une phrase, c'est-à-dire que si vous prenez des risques, faites en sorte que vous puissiez rejouer une seconde fois. Si vous êtes un joueur de poker et que c'est le dernier millier d'euros que vous avez en face, ne mettez pas tout sur la table, ne prenez pas le risque de le perdre parce que vous ne pourrez pas jouer une deuxième fois et vous ne pourrez pas augmenter en compétences. Donc voilà, ça c'était un petit peu les 7 critères, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quoi la vie des personnes qui suivent pas ces habitudes-là. Et là, on passe donc dans le terme de vagabond, enfin ma propre traduction, mais dériveur ou drifter. Et donc, je vais vous faire un petit questionnaire qui vous permet de déterminer à quel point vous êtes des mauvais vagabonds de la vie et à quel point vous êtes errants. Alors pour moi, j'ai fait le test, ce petit test, j'ai eu 5 points sur 24, donc a priori, je ne suis pas trop un vagabond. Mais j'ai aussi voté avec mon moi du passé d'il y a quelques années avant d'être entrepreneur et j'avais quand même 12 points sur 24, donc là j'étais carrément un vagabond. Donc voilà, je vous fais ce petit test, faites-le si ça vous intéresse et puis partagez vos résultats en commentaire. Mais avant de faire ça, je vais vous faire la critique que j'ai à faire à Napoléon Hill. Alors bien sûr, moi j'aime pas critiquer les auteurs de manière générale parce que je trouve que il faut quand même voir leurs œuvres plutôt que leur vie, mais c'est quand même important. Et Napoléon Hill, il n'est pas vraiment une personne qui est fiable, quoi. C'est un peu le Idriss Aberkam des années 30, dans le sens que si on lit son Wikipédia et qu'on lit sa vie, apparemment tout ce qu'il a fait est absolument faux. Il dit qu'il a conseillé le président des États-Unis pour arrêter carrément la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est faux. Il dit qu'il a été avocat, mais il n'y a aucune preuve qu'il a été avocat, qu'il a fait exercer ce rôle-là, donc c'est faux. Et pire, c'est l'un des premiers auteurs qui sur le développement personnel et sur la réussite, et il dit avoir interviewé des milliers de personnes qui ont réussi et des personnes qui ont échoué, et notamment parmi les plus grands entrepreneurs de l'époque. Et là encore, on n'a pas de preuve que ça s'est vraiment passé. Donc ça sent la fumisterie. Mais outre ça, moi je pense que j'ai un problème à propos du mouvement de développement personnel de manière générale. C'est que ça, même si vous optimisez votre développement personnel et que vous êtes la meilleure personne possible, en gros vous allez peut-être être 2-3 fois plus productif qu'une personne qui n'est pas l'autre personne qui se laissait errer, quoi. Vous allez pouvoir faire en effet 2 à 3 fois, voire même 10 fois, c'est très impressionnant. Mais quand on parle de réussite à l'heure d'aujourd'hui, on parle d'entreprises qui ont vraiment changé le monde à des échelles qui sont monumentales. Donc en fait, on ne parle pas de la contribution individuelle de personnes, mais on parle bien de la contribution d'entreprises, d'associations à des échelles qui sont plus importante que l'échelle individuelle. Donc en fait, c'est très bien d'essayer d'être une des meilleures personnes, mais il faut aussi penser à travailler avec des équipes et à faire constituer les plus belles équipes possibles. Et pour moi, l'échelle la plus petite de contribution dans la société, pour moi, c'est l'équipe. D'ailleurs, je vous conseille un super bouquin si ça vous intéresse d'apprendre de comment constituer des équipes de manière agile. Ça s'appelle Team Topology. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez, je vous ferai d'autres petites notes à propos de mes lectures. J'espère que aussi ce format n'était pas trop long. Alors, je vous tiens au courant. Il y a des petites nouvelles vidéos qui vont se faire. Là, j'ai découvert un nouvel outil de productivité qui est spécialement fait, je pense, pour les CEO et CTO, qui s'appelle Motion. Du coup, je vais faire une vidéo dessus
on n'en parle pas trop. C'est une entreprise qui est allumée du YC 2020, donc c'est tout jeune. Et il y a aussi une vidéo que je prépare sur la levée de fonds. Donc je vais rencontrer et interviewer une personne pour nous aider nous à lever des fonds et à chercher des fonds. On est en plein là-dedans. Donc voilà, c'est les deux vidéos qui vont pas tarder à arriver. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut!